l'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Bonjour mes Vélociraptors, c'est Vince de l'école du jeu et aujourd'hui je vous présente Welcome to Dino World, un jeu produit par Alley Cat Games qui nous vient de James O'Connor avec David Turczi ainsi que Monsieur Nick Shaw. Donc les trois auteurs sont combinés ensemble, probablement l'auteur le plus connu étant David Turczi qui est reconnu pour Anachronie, pour le solo de Teotihuacan, avoir aussi investi du temps dans l'extension de Trickerion. Enfin bref, donc dans le jeu, nous représentons des propriétaires d'un parc de dinosaures et nous créerons ce parc-là via un style roll and write. Donc on va construire en fait notre parc avec les différents dinosaures et ces différents dinosaures-là vont requérir un certain nombre de cases, mais on peut construire leur enclos de la manière dont on veut. C'est un jeu en fait qui est très spécial puisqu'on peut y jouer de 1 à 75 joueurs qui est inscrit sur la boîte et c'est tout à fait vrai puisqu'il y a une variante dans le jeu pour 10 joueurs ou plus. Autrement, le jeu aussi nous présente vraiment un jeu qui est très prenant au niveau cérébral. Donc, c'est un gros jeu de stratégie à long terme avec plein d'objectifs. Bref, une grosse salade de points. Moi, quand j'en ai entendu parler, en fait, ce qui m'avait piqué ma curiosité, c'était tout d'abord la thématique. Je trouve que c'est une thématique que l'on utilise fréquemment, mais dans un roll and write, ben écoute, ça peut être intéressant. La deuxième chose, évidemment, c'est M. Turczi que l'on reconnaît beaucoup pour la qualité, en fait, et la profondeur, la stratégie derrière ces jeux de société. Et je me suis dit, si M. Turczi s'implique dans un roll and write, ça veut donc dire qu'on a un gros jeu de stratégie assez dense, merci. On va aller voir comment ça se joue et par la suite, ben, je vais vous expliquer ce que j'en pense. Donc voilà, à tantôt. Au début de la partie, avant de commencer quoi que ce soit, les joueurs devront s'accorder sur quel mode joueront-ils. Donc, on a le mode de base et on a aussi le Danger Mode. On prendra une feuille du mode correspondant selon le plateau que l'on utilisera. Et par la suite, on va installer 3 objectifs entre chaque joueur. Donc, un objectif de 4 points. Un objectif de 6 points, finalement, un objectif de 10 points. Évidemment, l'objectif de 10 points sera beaucoup plus difficile à atteindre que l'objectif de 4. Donc, on a une compétition déjà qui s'installe entre les joueurs, entre le joueur à ma gauche et le joueur à ma droite. Je vais compétitionner pour 2 objectifs de chaque niveau et le premier joueur qui l'obtiendra gagnera la carte et fera les points en fin de partie. Aussi, on aura ici 2 facilities, donc des installations que l'on aura pigées au hasard d'une pléthore de différentes installations triangulaires et circulaires. Ce sera différentes manières de scorer des points. Donc ici, on a le manège et finalement ici, on a le hatchery, donc une espèce de petite mangeoire où est-ce que, en fait, le manège va avoir une manière complètement différente de faire des points que les autres attractions, les autres installations triangulaires. Même chose pour les circulaires. Donc, dans le cas ici du manège, on va avoir, ça doit être connecté à, le manège doit être connecté à un chemin ou à un autre manège. Et on va faire des points selon le nombre de manèges qu'il y a adjacents les uns aux autres. Donc, ici, on ne ferait qu'un point. Mais étant donné qu'il y en a 2 ici, on ferait 3 points. Ici, il y en a 3 ou plus. Donc, si on avait un 3e manège adjacent ici, on ferait un total de 6 points. Alors qu'ici, l'installation en question de l'espèce de hatchery doit être construite entre des parcs à dinosaures. Donc, on les appelle les pens parce que ce sont des penosaurus, donc des dinosaures stylos, des stylosaures, tiens. Et ce sera 2 points pour tous les herbivores adjacents à la mangeoire et 1 point pour les carnivores adjacents. Je reviendrai sur les dinosaures carnivores et herbivores tout à l'heure. C'est une variante, mais je le mets toujours dans une partie puisque c'est simple à comprendre. Ici, on a un objectif public, alors nous devons passer à travers 15 carrés du parc ou plus.
Le premier joueur ou les premiers joueurs atteignant cet objectif-là feront 12 points, alors que les autres joueurs feront 7 points s'ils l'accomplissent par la suite. Et une fois que c'est fait, on donne un crayon à tout le monde, on place l'efface au milieu de la table, parce que oui, il y a un efface dans le jeu, et oui, on va effacer à plusieurs reprises. On prend 3 dés disponibles dans la boîte, et nous sommes prêts à commencer la partie. Juste vous expliquer comment est-ce qu'un plateau de jeu fonctionne. On a d'abord la carte ici que les joueurs feront leur parc de dinosaures. Nous avons ici la piste de dés et il y a 8 colonnes et 3 rangées pour indiquer en fait le nombre de dés que l'on aura à rouler à chaque round et le nombre de rounds. Donc 3 dés, 8 rounds et donc 24 dés au total que l'on roulera pour la partie au complet. Une fois que les 8 rounds sont terminés, on calcule les points. Le plus grand nombre de points gagne. On a ensuite de ça, en fait, les différentes indications pour construire une cage à dinosaures. Alors ici, on a une belle petite tête des dinosaures en question. Ensuite, nous avons ici la valeur des dés que l'on devra utiliser pour construire un dinosaure dans notre parc. Ici, on a le nom du dinosaure en question, le type soit carnivore ou herbivore que le dinosaure est. Ça aura un impact davantage pendant le mode avancé. Et finalement, on a ici le nombre de cases que cette cage occupera sur notre plateau personnel. Et c'est important de savoir que ces nombres de cases-là n'ont pas vraiment d'importance au niveau de la forme, tant si longtemps que la cage a 3 cases de grosses. Alors à ce moment-là, on peut accueillir un Protocératops. Donc c'est vraiment selon la liberté des joueurs. Les joueurs peuvent décider de placer ces 3 cases-là comme bon leur semble. Même chose pour tous les autres dinosaures. En dernier lieu, on a en fait le dessin que l'on devra faire dans la cage en question pour représenter quel dinosaure y habite. Et croyez-moi, c'est génial de faire ça. On découvre plein de choses, à quel point qu'on est très très bon en dessin. Nous avons ici des génératrices. Nous avons 12 génératrices au total que l'on devra utiliser. Donc ici, je vais juste effacer, pardonnez-moi. Donc, ces 12 génératrices-là peuvent être utilisées pendant la partie et pourront être installées une fois que l'on a construit une cage à dinosaures. Et on a un avantage à bien les agencer, en fait, avec les différentes cages que l'on va faire, puisqu'à la fin de la partie, chaque génératrice non utilisée nous fera 2 points de victoire. On a les règles pour construire des chemins dans notre parc. Alors ici, le nombre de points indique le nombre de points que l'on utilisera sur le dé donné. Et finalement, nous avons les installations. Donc si on veut installer une installation triangulaire, il nous faudra un dé de valeur 1, 2 ou 3. Et finalement, ici, 4, 5 ou 6 pour une installation circulaire qui nous fera des points selon ce qu'on a pigé au début de partie. Et finalement, on a la recherche. Donc ça ne vaut aucun point en fin de partie. C'est simplement pour augmenter ou diminuer la valeur de 1 de certains dés que l'on aura en jeu. Alors maintenant, les joueurs vont jouer le jeu au complet en simultané. Et c'est ça l'avantage de ce jeu-là, c'est que ce jeu-là peut se jouer jusqu'à 75 joueurs. Il y a une variante pour 10 joueurs concernant les objectifs. Je reviendrai avec ça tout à l'heure. Mais c'est un jeu, en fait, où est-ce qu'on a simplement besoin de lancer des dés et tous les joueurs auront la même valeur de ces dés-là et pourront les utiliser comme bon leur semble. Alors, un round va se faire comme ceci. La première chose à faire pour le round, c'est d'inscrire la valeur de chacun des dés dans notre piste de dés, donc 1, 2 et 3. Une fois que c'est fait, nous pourrons faire une action parmi les 3 suivantes pour chaque dé. Ceci étant dit, on ne peut faire qu'une seule action d'un type par round. Donc, je ne peux construire qu'une seule cage de dinosaures par round. Je ne peux construire qu'une seule installation par round. Donc, par exemple, ici, je voudrais construire, je ne sais pas moi, on va construire un Compsognathus. Donc, je pratique mon articulation des dinosaures. Donc, Compsognathus, qui est 2 de large. Pour construire une cage de dinosaures dans notre parc, il faut respecter certaines règles. La première règle, c'est qu'elle doit être connectée à un chemin. Au début de la partie, on a 2 chemins
qui vont mener vers notre parc en question. Donc, si par exemple, je faisais le Compsognathus, il aurait deux cases qu'il faudrait que je dessine pour la cage. Et par la suite, je vais faire le beau petit dessin. Vous allez voir que c'est magnifique. J'ai étudié en art visuel et en art plastique toute ma vie. Incroyable. Voilà. Maintenant, une fois que mon dinosaure est bâti, la cage de mon dinosaure est bâtie, je peux maintenant installer des génératrices. Si j'installais une génératrice, par exemple, ici, tiens, maintenant, mon Compsognathus a l'électricité nécessaire pour pouvoir survivre et je vais placer un petit X sur ma génératrice utilisée. Une fois que c'est fait, bon, j'ai utilisé le 1, pardon, pas le 1, excusez. Ah, j'ai utilisé le 1, oui. J'ai utilisé le 1 et je vais utiliser en fait un plus ou moins 1. Donc là, maintenant, mon 1 est devenu un 2, donc j'ai pu utiliser le 2 pour faire le Compsognathus. Il me reste maintenant le 2 et le 3. Le 2, eh bien, je vais faire une installation ici comme ceci. Et finalement, j'aimerais ça faire une autre cage de dinosaures, mais malheureusement, je ne peux pas. Ce n'est qu'une seule cage de dinosaures. Est-ce que je peux faire une autre installation? Non, je ne peux pas parce que c'est une seule installation par round. Il faudra donc qu'avec le 3, je fasse des chemins. Maintenant, avec le 3, je peux faire en fait une croix comme ceci parce que ça va me coûter 3 points sur le dé. Ou encore, je pourrais faire un chemin comme ceci qui se croise. Donc, il y a une espèce de croisement comme ça qui vaudrait 2. Et ensuite de ça, un de ces deux chemins-là qui vaut 1. Ou je préfère 3 chemins comme ceci. Bien, écoutez, tout simplement, je vais faire une belle petite croix comme ceci. Voilà, c'est maintenant fait. Donc, mon 3 est utilisé. On passe maintenant au prochain round. Donc, on va maintenant rouler les dés une nouvelle fois. On marque la valeur, donc 2, 3 et 6. 2, 3 et 6. Maintenant, j'aimerais ça construire un Tyrannosaurus Rex. Ceci étant dit, regardez ça, ça prend 7 ou plus. Il y a deux manières d'obtenir le 7. La première, ce serait d'utiliser un laboratoire de recherche, mais ça ne nous intéresse pas vraiment. Ce qu'on veut, là, ce serait d'agencer des dés ensemble. Parce que lorsque l'on roule les dés, on peut décider de faire une combinaison de 2 ou même une combinaison des 3 dés pour obtenir un résultat. Ce qui va permettre en fait de peut-être ralentir notre nombre d'actions que l'on veut faire par tour parce que faire une pléthore de chemins à un moment donné, ça nous empêche de pouvoir construire davantage. Donc, moi, si je décide par exemple d'utiliser le 2 et le 6 pour construire une cage d'un Tyrannosaurus Rex, eh bien, je vais pouvoir la construire. Il faut qu'elle ait 6 de grosseur. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Merveilleux! On a ici une cage d'un Tyrannosaurus Rex. Et attention, voilà, donc un gros verre avec une grosse tête de linotte. Et ici, l'avantage, comme je vous expliquais, on a un avantage à bien gérer nos génératrices et les installer à des endroits précis, puisque maintenant, cette génératrice-là me permettra de donner de l'énergie non seulement à mon Compsognathus, mais aussi à mon Tyrannosaurus Rex, puisque le Tyrannosaurus Rex demande 3 génératrices. Donc, par exemple, je pourrais décider d'installer jusqu'à 2 génératrices. Je pourrais placer une génératrice, je vais installer une génératrice ici, comme ceci. Puis, je vais en installer un autre ici, comme cela. Voilà. Donc, maintenant, mon 2 et mon 6 ont été utilisés pour construire un Tyrannosaurus Rex. Maintenant, je pourrais construire une installation ou encore des chemins avec le 3. Changer mon 3 pour un 4 pour faire davantage de chemins ou réduire de 2, enfin bref. Donc, vous pouvez voir vraiment la flexibilité par rapport au jeu concernant en fait les actions et surtout comment est-ce qu'on construit les cages de dinosaures dans notre beau petit parc. Maintenant, à la fin d'un round, lorsqu'on a utilisé tous nos dés d'un round, c'est important de savoir qu'on a une deuxième phase qui serait Claim Visitors. Donc, les objectifs, ce sont des visiteurs qui ont des demandes spécifiques. Et ces visiteurs-là sont installés, comme j'ai dit, à la gauche et à la droite. Donc, c'est une course. Donc, à chaque round, à chaque fin de round,
on vérifie si non seulement on accomplit un des objectifs qui est à notre gauche ou à notre droite, mais aussi si on atteint l'objectif public. Alors, si je suis le seul à obtenir un objectif visiteur et que le joueur à ma gauche n'a pas été assez rapide pour l'obtenir, eh bien, je prends la carte et cette carte-là me vaudra 4 points en fin de partie. Ceci étant dit, si nous étions les deux à accomplir l'objectif en même temps, alors à ce moment-là, on va tout simplement placer la carte en 90 degrés de cette manière-là pour indiquer que les deux joueurs obtiendront le nombre de points sur la carte en fin de partie. Alors là, on peut continuer comme ça. Donc là, le 3, je pourrais l'utiliser ici pour faire un chemin comme ceci. Voilà, maintenant c'est fait. Je passerai au 3e round et on continuerait comme ça jusqu'à temps qu'on ait nos 8 rounds de conclus. Et par la suite, on fera des points. Alors, la manière que l'on fait des points dans la version de base, c'est que chaque Protoceratops nous fera 3 points. Chaque Compsognathus nous fera 4 points. Chaque Stegosaurus nous fera 5 points. Les Vélociraptors feront 6. Le Bronchiosaure fera 7. Et finalement, le Tyrannosaure fera 8 points. Chaque enclos, on va les multiplier par ces chiffres-là et on fait le total de nos dinosaures. Ensuite de ça, on va avoir les bonus. Donc, les bonus, en fait, on a les installations. Donc, les installations, comme j'ai indiqué, vont avoir différentes méthodes de score. Donc, on va les calculer tout ensemble et ça va nous donner un total. Donc, on l'inscrirait ici. On aurait ensuite de ça les cartes visiteurs que l'on a réclamées. Donc, on ferait le total de ces cartes-là et on aurait un score là-dessus. Toutes les génératrices non utilisées nous feraient 2 points. Donc ici, je ferais 22 points étant donné que j'ai juste une seule génératrice. En fait, j'en ai 3. Wow! Vincent. Donc là, 3. Donc j'en aurais maintenant 9. 9 x 2, donc 18 points. Miscellaneous, c'est dans le fond les objectifs publics ainsi que des extensions que je vais expliquer à la fin de la vidéo. Finalement, le total de tout cela, ensuite le total des dinosaures ensemble nous donne son grand total. Le joueur ayant le plus de points remporte la partie. Maintenant, le jeu semble très simple comme ça, mais croyez-moi, c'est un véritable casse-tête puisqu'à un moment donné, on commence à s'arracher les cheveux de la tête, à savoir comment est-ce qu'on installe toutes ces cages à dinosaures-là, comment est-ce qu'on les place. Donc, il y a vraiment une beauté et une belle liberté par rapport à ça. Mais une fois qu'on devient habitué, et qu'on veut un challenge un peu plus grand, alors à ce moment-là, on s'en va vers le mode de danger, le Danger Mode, le mode avancé. La mise en place sera exactement la même, mis à part pour certaines choses. La première chose, en fait, qui va être ajoutée seront les cartes laboratoires, puisque maintenant, au lieu d'avoir des recherches qui vont augmenter ou diminuer le nombre sur les dés, on va avoir des cartes qui vont avoir différentes actions sur celles-ci. Donc, on va piger une carte laboratoire X. Pour vous donner un exemple, donc si ça nous dit ici de changer n'importe quel chemin existant en chemin croisé, donc ça, ce serait par exemple l'action de laboratoire X. Laboratoire Y nous dit ici ajouter 3 à n'importe quelle valeur d'un dé. Alors là, on aurait ici le Y pour cette partie-ci et finalement le Z qui nous dit de n'augmentez pas la menace lorsque l'on construit une cage à dinosaures ce round-ci. La menace n'est pas quelque chose d'ailleurs qu'il y a dans le jeu de base, c'est quelque chose qu'il y a dans le jeu avancé. Et pour ce faire, je vais vous expliquer comment jouer au mode avancé. Alors, la structure d'un round est la même que dans le jeu de base, c'est-à-dire qu'on roule des dés, on les place sur notre piste de dés. Donc là, on a 1, 2 et 3. Donc là, on va placer 1, 2 et 3. Et on va faire les mêmes différentes actions, mis à part que l'on va ajouter une nouvelle action qui est disponible, c'est-à-dire la sécurité. La sécurité, tout d'abord, c'est important de savoir que ça peut être considéré comme une action gratuite, donc on n'a pas besoin de dés pour faire cette action-là, ou on pourrait utiliser un dé pour augmenter notre sécurité de 2. Et c'est ça la chose principale qui va différer du jeu de base, c'est-à-dire que l'on a ici une piste de menace et une piste de sécurité. Et ça va nous faire en fait une deuxième phase que l'on n'a pas dans le jeu de base, c'est-à-dire la phase de malfonctionnement.
Je vais y revenir tantôt. Mais pour vous donner un bon exemple, ce que je vais faire, c'est que tout simplement, je vais, par exemple, ici, faire différentes actions. Donc, je vais, tiens, on va construire avec notre 3 un parc à stégosaures. Donc, le stégosautre, on va faire une belle petite ligne comme ceci, un gros L. Il y a aussi une autre différence dans le jeu avancé, c'est-à-dire la méthode que l'on va utiliser, les génératrices. Comme vous pouvez voir ici, maintenant, on a 8 génératrices plutôt que 12. Chaque fois que je vais utiliser une génératrice et que je vais l'installer autour de ma cage, ça ne change rien du tout. Mais la chose qui va changer, c'est qu'une génératrice va me donner, en fait, par exemple, un certain nombre d'électricité que je vais pouvoir utiliser pour les cages. Donc, une génératrice me donne 4 points d'électricité. Et ici, comme on peut voir, le stégosaure va me demander 1 point d'électricité. Donc, ce que je peux faire, c'est d'utiliser ici la génératrice pour donner 1 point d'électricité comme ceci. Plus tard dans la partie, par exemple, on installait un Tyrannosaurus Rex. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, je pense. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Oups, on s'est trompé. Donc, on va prendre le dinosaure. Ah, non, ben là, c'est un stégosaure, Vincent. Donc, excusez-moi, on va effacer un petit peu. Hein? Donc là, c'est pour ça qu'on a besoin de l'efface. On va y aller ici comme ceci. Donc, par exemple, j'installais 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, j'installais mon Tyrannosaurus Rex. Donc, encore une fois, un beau gros ver de terre avec une grosse bouche puis des petites jambes. Et là, ce qui va se passer, c'est que mon Tyrannosaurus Rex, j'ai besoin de 3 cases d'énergie. Ça tombe bien parce que, comme j'ai dit, une génératrice peut me donner 3 électricités. Comme ceci, voilà. Donc là, j'ai un avantage, en fait, c'est que maintenant, j'ai moins de génératrices, mais elles peuvent produire davantage d'électricité selon les besoins de chaque cage. Par contre, chaque fois que je vais construire une cage à dinosaures, je devrais augmenter la menace. Donc là, on a un stégosaure. Un stégosaure, c'est un herbivore, ce qui fait en sorte que la menace augmentera de 1. Alors que mon gros Tyrannosaurus Rex est un carnivore, donc j'augmente la menace de 2. Et donc, là, à la fin d'un round, une fois que j'ai utilisé mes dés, donc là, évidemment, là, j'ai triché parce que je ne peux pas faire 2 cages à dinosaures dans le même round, mais c'est pour vous donner un exemple, évidemment. Donc, admettons qu'on avait terminé le round et que j'ai construit cette cage à dinosaures-là et que mon niveau de menace est à 3. Je vais faire, tiens, l'action gratuite de cocher une case comme ceci. Donc, j'ai une sécurité maintenant de 1. À la fin du round, maintenant, une fois qu'on a utilisé les dés, on va maintenant faire une phase de malfonction. Donc, on va rouler un dé et on va avoir un résultat. Donc là, 1. Et on va l'ajouter, en fait, à notre menace personnelle. Donc, 1 plus 3, ça fait 4. Moins 1, ça nous donne 3 de menace. Pour l'instant, la menace de 3 ne donne pas grand-chose, puisque comme vous pouvez voir ici, j'ai un 9, un 8, un 7 ou un 6. Mais dès qu'on atteint le 6, à ce moment-là, il y a malfonction. Donc, dans le cas qu'il y avait, par exemple, une malfonction, si on avait eu ça là, ici, par exemple, une méga grosse malfonction, aïe, 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 ça va pas bien, j'ai un haut niveau de menace et là, j'ai une malfonction de niveau 6. Ça veut dire que, présentement, toutes mes génératrices ayant 4 liens d'électricité vont causer des dommages aux cages qu'elles alimentent en électricité. Pour représenter les dommages, on va tout simplement faire un X dans un carré, une case, des différentes cages qui sont alimentées par les génératrices qui ont 4 liens d'électricité ou plus. Et comme vous pouvez voir ici, si j'ai un dommage de 7, donc là, c'est maintenant toutes les génératrices électriques qui ont 4 ou 3 liens d'électricité, 4, 3 ou 2, où toutes les génératrices maintenant vont causer des problèmes d'électricité, donc vont causer des dommages. Et les dommages, ça peut être pas très nocif pour l'instant, mais le problème, c'est lorsqu'on commence à en avoir énormément. Donc, évidemment, à chaque fois que cette génératrice-là va causer des dommages, eh bien, on va en fait mettre un nombre de X
selon le nombre d'électricité qui est générée par cette génératrice-là. Donc, présentement, j'en mets un ici, mais j'en mets 3 ici. Donc, ici, ça peut aller très, très, très rapidement parce que si, admettons, on avait un autre problème d'électricité, comme ceci, ça causerait 3 autres dommages ici, un autre dommage dans ma cage de Stégosaurus. Et bien maintenant, mon Tyrannosaurus Rex, il est parti, il est fâché et donc il quitte le parc et je ne pourrai pas faire des points pour mon Tyrannosaurus Rex, ce qui est dommage. Mais non seulement ça, c'est pas fin un dinosaure quand ça sort d'une cage, je vous le dis tout de suite, si vous n'étiez pas au courant, parce que, en fait, le dinosaure qui quitte sa cage, donc par exemple, je vous donne un exemple, là, ici j'ai construit un brachiosaure, comme ceci, voilà, donc là on a le monstre du Loch Ness. Le Tyrannosaurus Rex, ou peu importe le dinosaure qui s'enfuit et qui a causé plein de dommages, va non seulement nous faire perdre des points, donc ça, il n'y a plus de points reliés à ça, mais en plus de ça, on va causer un dommage supplémentaire dans toutes les cages qui sont adjacentes à la cage que l'on vient de perdre. Donc présentement, mon Bronchiosaure a pris 1 point de dommage. Ici, mon Stégosaure a pris un autre point de dommage parce que lui, il est parti. Et donc, ça peut devenir vraiment, vraiment, vraiment difficile. Donc, c'est pourquoi est-ce qu'on voudrait peut-être augmenter ici de façon gratuite. L'avantage de le faire, évidemment, c'est qu'on n'a pas à obtenir des dommages. Mais l'inconvénient, c'est que plus qu'on augmente dans le nombre de sécurités que l'on coche, moins que l'on va faire des points pour notre sécurité. Parce qu'à la fin de la partie, maintenant, on a une manière différente de scorer, surtout pour les dinosaures. Étant donné que les herbivores demandent moins d'électricité, ils vont scorer moins de points. Étant donné que c'est des herbivores et qu'ils demandent aussi ils augmentent la menace moins rapidement, c'est moins impressionnant que d'avoir des gros dinosaures qui sont carnivores puis tout ça. Donc là, ces dinosaures-là qui sont carnivores vont faire davantage de points en fin de partie. On a ici le Dinobot. Donc le Dinobot, c'est simple, c'est la version solo. Je reviendrai avec ça tout à l'heure. Donc, si on arrivait en fin de partie et qu'on avait le schéma suivant, donc je ne ferais que des points pour le Bronchiosaure et le Stégosaure. Donc, le Stégosaure me rapporterait 4 points, alors que le Bronchiosaure me rapporterait 5. Je ferais 9 points ici. Et là, on passe ensuite de ça à la phase de bonus. Les bonus, en fait, on va faire la même chose qu'auparavant dans la version avancée, mis à part pour la sécurité. Alors, la sécurité ici, on va observer le nombre de cases qui ne sont pas cochées et on va toutes les additionner ensemble. Donc 2 plus 2, 4, plus 3, 7, plus 3, 10, plus 4, 14, plus 5, 19, plus 7, 26. Donc ici, j'aurais 26 points si je ne me trompe pas. Ça se peut que je me trompe là, rapidement. Là, vous me corrigerez dans les commentaires si vous le voulez. Donc 26 points de plus ici, j'aurai un nouveau total et ensuite de ça, le grand total. Et c'est de cette manière-là que le mode avancé fonctionne. Si l'on veut jouer à 10 joueurs et plus, alors les règles restent les mêmes essentiellement, sauf qu'évidemment, on ne placera pas 3 objectifs entre chaque joueur. Plutôt, on va placer 2 objectifs de niveau 4, 2 objectifs de niveau 6 et 2 objectifs de niveau 10. Il n'y aura pas de phase de récupération des visiteurs. Réclamation des visiteurs, étant donné que ce ne sera qu'à en fin de partie que l'on va observer quels sont les différents objectifs que l'on accomplit et par la suite, on ajoutera le total à notre score final. Donc, c'est ça qui est intéressant aussi du jeu à plus de 10 joueurs, c'est vraiment le fait que c'est différente, il y a vraiment une variabilité au niveau des objectifs, donc ça peut nous donner une direction, mais non seulement ça, ça peut être joué à plus de 10 joueurs et on n'est pas très limité au niveau de nos possibilités, ça ne nous ralentit pas et ça reste quand même essentiellement le même jeu. En ce qui a trait du matériel, je trouve que pour moi, je trouve ça fabuleux ce jeu-là. Je trouve que le jeu, premièrement, l'esthétisme est très intéressant. Ils ont fait un petit jeu de mots puisque en anglais, ça s'appelle des Panosaurs au lieu de Dinosaurs, donc des stylosaures. On pourrait le traduire comme ça. On a une panoplie, une pléthore de différents objectifs. Donc ça, c'est les objectifs
de valeur 6, on a des objectifs de valeur 10, on a des objectifs de valeur 4. Et ça va vraiment permettre de varier en fait nos stratégies à chaque partie, puisque les objectifs, ce n'est pas à négliger pour toute la partie au complet. Autre chose, on a aussi, encore une fois, différents labs. Donc ici, vous avez en fait vraiment énormément de différents laboratoires. Donc encore une fois, la version avancée de ce jeu-là peut énormément varier puisque les bonus que l'on va avoir sont complètement distincts les uns des autres. Donc, juste vous donner un exemple. Donc ici, quand on calcule un carnivore, on va seulement ajouter une menace à la piste de menace, mais on va ajouter aussi un dommage aux dinosaures construits. Donc ici, c'est encore une fois un autre truc qui est différent, qui est distinct. Ici, on a ajouté une nouvelle entrée à notre parc. Donc, on a vraiment différentes manières de jouer le jeu. Au niveau des installations, c'est la même chose. Donc ça, je trouve que c'est une notion très intéressante du jeu, puisqu'on a 6 différentes cartes et on n'en utilise qu'une seule à chaque partie. Donc, ça nous donne vraiment une manière différente de jouer ces cartes-là. Et ça, c'est un bel avantage que le jeu a, puisqu'on va les installer de façon différente, on va faire des points de façon différente. Et je crois que dans le jeu de base, il y a 5 objectifs publics, donc ça c'est vraiment intéressant. Je vous parle de la petite extension qui est disponible aussi avec le jeu, donc c'est une extension que l'on appelle Deluxe, puisqu'elle vient avec un mode, avec plusieurs choses intéressantes. Donc tout d'abord, on peut ajouter des animaux aquatiques ainsi que des animaux aviaires. Donc ces animaux aviaires-là vont être installés et ils vont avoir différentes formes géométriques qui sont très intéressantes, mais prendront énormément de dés à utiliser. On a les animaux aquatiques qui pourront être ajoutés dans le lac au milieu de la carte. Donc ça, c'est super intéressant. Vraiment un petit côté très le fun qu'on peut ajouter avec ça. Et sinon, on a le mode solo aussi qui nous est offert dans cette extension-là. Et le mode solo est très facile. Puis la seule chose que l'on va faire, c'est que l'on va mettre 3 objectifs de 4 points, 3 objectifs de 6 points et 3 objectifs de 10 points sur la table. Et on va rajouter un dé au total dans la piscine de dés. Nous allons rouler ces dés-là. On va sélectionner 3 dés et le dé qui ne sera pas sélectionné sera la face, sera le côté de la carte que l'on utilisera. Donc ici, par exemple, si je n'avais pas utilisé le 4, eh bien, je garderais cette face-là ouverte comme ceci. Donc, je la placerai comme ça. Et ensuite de ça, bon, prochain round, on roule. Et là, je décide de ne pas garder le 1. Eh bien, le 1 maintenant va être le côté stégosaure. Donc, je vais le placer ici comme ceci. Et ainsi de suite. Donc, on fait les 8 rounds comme ça. Et à la fin de la partie, eh bien, on fait des points, en fait, dépendamment des différents symboles qui sont indiqués sur les cartes du mode solitaire. Donc, on va scorer, en fait, des points selon chaque type d'installation que le bot a. Donc ici, on va augmenter selon le nombre d'installations triangulaires, le nombre d'installations circulaires. On va ajouter aussi des visitors qui ont été réclamés avant nous. Si on veut une difficulté plus élevée, donc là, on va augmenter selon le nombre de dinosaures qui a été fait du même type. 3 points pour chaque icône de chemin qu'il y a. Et sinon, on peut ajouter aussi la variante difficile. Donc, chaque génératrice va nous donner 2 points. Chaque icône de sécurité va nous donner 3 points. Donc là, on a vraiment en fait cette espèce de difficulté-là qui augmente sans cesse. Donc, pour les joueurs de solo, je pense qu'on pourrait trouver un très bon roll and write derrière Welcome to Dino World. Je n'ai pas joué énormément, j'ai fait environ peut-être 5 ou 6 parties, mais je dis que j'ai pas beaucoup joué malgré ces 5 ou 6 parties-là, étant donné qu'il y a tellement de manières de jouer à ce jeu-là. La première manière, évidemment, c'est la version, le light mode, donc la version légère, le mode léger, qui est déjà à la base très prenant au niveau des stratégies, au niveau des décisions à prendre. Donc, il y a énormément de choses à considérer dans le jeu de base, juste le jeu sans rien du tout d'autre.
Ensuite de ça, on a le mode danger, donc le Danger Mode. Si vous êtes un fan de jeux de stratégie et que vous aimez en fait avoir un gros casse-tête et que vous trouvez que la plupart des roll and write actuellement sur le marché sont plus ou moins, il manque quelque chose un petit peu, eh bien probablement que Welcome to Dino World va vraiment venir vous charmer parce que c'est un jeu avec, comme on a vu, plein d'objectifs qui sont des objectifs communs. Il y a une espèce de course que l'on veut accomplir avant les autres joueurs à notre gauche et les autres joueurs à notre droite. Non seulement ça, il y a des objectifs publics, mais en plus, on a toutes les différentes variantes, comme par exemple, on a des dinosaures aviaires que l'on peut ajouter. On a des dinosaures aussi aquatiques qui vont être installés dans le petit étang d'eau. On a le mode solo. Et donc là, il s'ensuit ensuite tous les différents objectifs qui font en sorte qu'on n'a jamais une partie similaire. On a toujours une distinction entre chacune des parties que l'on va faire. Ce qui est intéressant aussi, c'est le fait qu'on a vraiment une pléthore de possibilités. On a plusieurs possibilités, mais à un moment donné, on se demande, est-ce que cette possibilité-là, est-ce que cette option-là est viable? Est-ce que vraiment ça vaut la peine? Parce qu'à plusieurs reprises, on va se retrouver avec des dés, et ces dés-là, on a le choix de ne pas les prendre, on a le choix de ne pas les choisir. Mais peut-être qu'on se dirait, non, je vais quand même le faire, cette action-là, ou quoi que ce soit. Ou peut-être que je vais changer mon action, peut-être que je vais agencer 2 dés juste pour éviter que j'aille à faire une action de plus qui ne m'intéresse pas. On se sent serré dans le jeu et chaque action que l'on fait a une influence sur tout le reste. C'est super intéressant. Mais je pense que le plus gros défaut de ce jeu-là, c'est que c'est très dense, voire même trop pour le joueur habituel. Au sens où est-ce que je pense pas que ce jeu-là est aussi accessible que la plupart des roll and write. Donc les gens qui aiment beaucoup les roll and write sympathiques, un peu à la gang Sean Clever, donc vraiment très futé, ou encore Welcome to. Là, on se retrouve avec Dino World dans un jeu euro salade de points qu'on peut faire différentes manières de faire des points, différentes méthodes pour agencer les choses ensemble. Mais il y a beaucoup de stock. Ça devient vraiment un casse-tête et c'est pas pour rien que dans la boîte, on a une efface qui vient avec le jeu et dans les règles, il est très clairement mentionné que l'on devrait en fait réfléchir et placer nos choses avant de dessiner pour éviter d'effacer. C'est très rare les roll and write qu'on va donner une efface pour être capable de corriger son tir. Donc, jouez pas à ça au stylo, à moins que vous voulez faire une partie pièce touchée, pièce jouée, à ce moment-là, pas de problème. Donc, je pense que c'est vraiment ça, les plus gros, peut-être le plus gros défaut de ce jeu-là, c'est la densité puis la complexité puis le fait qu'il y a tellement de choses à faire qu'à un moment donné, on peut s'y perdre. Est-ce que c'est nécessairement quelque chose de négatif? Je dis que c'est un défaut parce que peut-être que certaines personnes n'auront pas, ça leur plaira pas, mais je pense quand même que ce jeu-là va pouvoir trouver un public assez large, merci, étant donné qu'on a vraiment, comme j'ai dit, accès à un jeu euro, gestion de ressources, gestion du hasard, et qu'on a vraiment des objectifs complètement différents d'une partie à une autre. Donc, ça nous donne vraiment des possibilités. À un moment donné, on va construire énormément de chemins pour relier tous ces chemins-là vers le lac, ou même les relier ensemble. À une autre partie, on va avoir des objectifs pour avoir le plus possible d'herbivores, de carnivores. Donc, on a toute cette espèce de variété-là qui est super intéressante dans le jeu. Et aussi, l'autre chose que je trouve intéressant, c'est le fait que c'est un jeu qui est disponible en print and play. Donc, on peut imprimer et jouer par la suite au jeu. Donc, Alicat Games a fait une version, en fait, en détail, qui est quand même assez... qui est pas dispendieuse, même au contraire, elle est très abordable. Et je pense que, sérieusement, c'est un excellent jeu euro qui mérite grandement d'être considéré si ça vous intéresse d'avoir un jeu vraiment euro, très complexe, qu'il faut mettre du jeu de cerveau sur la table, mais qu'on peut jouer à énormément de joueurs et on va avoir du plaisir à se replonger dedans. Alors voilà, j'espère que vous avez grandement apprécié cette critique. N'oubliez pas de mettre un petit pouce vers le haut si ça vous intéresse
de m'encourager. Autrement, je vous encourage grandement aussi à nous suivre sur Instagram, vous abonner à notre chaîne YouTube, nous liker sur Facebook. Et si vous avez des commentaires, si vous avez des questions ou si même vous voulez donner votre avis sur le jeu, laissez-les dans les commentaires en dessous de cette vidéo. Et sur ce, mon nom était Vincent et je vous souhaite à vous et vos amis un bon jouage.